Bienvenue sur Aletheia, là où la vérité ne se cache plus derrière les apparences, mais se révèle dans les profondeurs de l'esprit humain. Aujourd'hui, nous allons explorer un territoire sensible, complexe, mais essentiel. La psychologie de l'immaturité féminine, à travers les analyses puissantes de Carl Jung, l'un des penseurs les plus profonds du XXe siècle. Ce sujet n'est pas une attaque, ni un jugement, mais une fenêtre ouverte sur des mécanismes inconscients qui façonnent certains comportements et certaines souffrances. Ce que Jung a observé n'est pas figé dans le genre, mais dans la structure psychique. Il parle ici de l'archétype, de la construction inachevée du soi, de la quête inavouée d'un regard extérieur pour exister. Dans cette vidéo, nous allons traverser plusieurs dimensions. L'archétype de la femme-enfant, le masque social ou persona, la dépendance affective et la projection, et enfin, le chemin vers l'individuation, ce processus de croissance intérieure qui mène à une réelle maturité psychologique. Mais surtout, pourquoi certaines femmes restent-elles prisonnières d'un rôle? À quel moment l'innocence devient-elle une stratégie de survie? Et que signifie, au fond, grandir psychologiquement? Qu'est-ce que signifie réellement être immature au niveau psychologique? Est-ce une faute? Une faiblesse? Ou un appel profond à se réconcilier avec une part de soi encore inachevée? Carl Jung, père de la psychologie analytique, a consacré sa vie à décoder les symboles, les archétypes et les blessures non guéries qui façonnent nos personnalités. Si tu veux comprendre ce qui se cache derrière les comportements, les schémas répétitifs et les souffrances silencieuses, reste avec nous jusqu'au bout. Ici, sur Aletheia, chaque mot est une invitation à te regarder en face, sans filtre, sans masque, sans fuite. L'archétype de la femme-enfant, quand l'innocence devient une prison, tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Elle entre dans une pièce et, immédiatement, attire l'attention. Non par sa force, mais par cette aura douce, presque enfantine, une forme de fragilité subtile. Elle ne domine pas, elle ne confronte pas, elle charme. Et pourtant, quelque chose sonne faux, comme si cette fragilité n'était pas une réalité, mais un mécanisme inconscient de survie. Carl Jung appelait cela un archétype, une forme psychique collective et inconsciente que l'on rejoue sans même en avoir conscience. Et parmi ces archétypes, la femme-enfant est l'un des plus énigmatiques. Elle incarne l'innocence, la dépendance, la douceur. Mais derrière ce masque se cache un refus, le refus de grandir. Ce n'est pas qu'elle ne peut pas, c'est qu'elle ne veut pas encore. Parce que grandir, c'est faire face. C'est perdre certains avantages invisibles, c'est renoncer à ce pouvoir subtil qu'offre la dépendance, le pouvoir d'être prise en charge, aimée, deviné sans avoir à s'exprimer clairement. Mais à quel prix? Un moi inachevé, l'absence d'individuation. Le processus d'individuation, tel que Jung le définit, est le chemin que chacun doit parcourir pour devenir un être autonome, conscient de ses mécanismes intérieurs. La femme-enfant n'a pas terminé ce processus. Son identité est encore accrochée au regard de l'autre. Elle existe dans les yeux de celui ou celle qui la valide, qui la protège, qui la choisit. Et cela crée un vide. Un vide qu'elle comble par la séduction douce, le silence stratégique ou l'apathie affective. Non pas pour manipuler, mais parce que l'absence d'un moi solide la pousse à chercher constamment un cadre extérieur. Qui es-tu, une fois que tu n'es plus la fille d'eux, la protégée d'eux, la désirée par? Cette question, posée brutalement, peut fissurer tout un monde intérieur. Car derrière le sourire doux se cache parfois une angoisse existentielle, celle de n'avoir jamais osé exister par soi-même. Le masque d'innocence, une stratégie de contrôle inconsciente. Ce qui rend cette figure si complexe, c'est qu'elle n'est pas simplement passive. Elle peut, sans même le vouloir, contrôler subtilement son environnement. Pas par domination, mais par dépendance feinte. En se montrant vulnérable,
Elle active chez l'autre le besoin de protéger, de guider, de consoler. Elle devient le centre autour duquel les autres tournent, sans jamais prendre la responsabilité de leur gravitation. C'est une stratégie inconsciente, apprise, parfois dès l'enfance, apprise en voyant que pleurer fait venir, que se taire évite les conflits, que jouer la petite fille apaise les colères. Avec le temps, cette stratégie devient une identité. Mais cette identité est une prison. Tant que tu n'as pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Question qui réveille, et toi? As-tu déjà senti que tu n'étais pas vraiment aux commandes de ta vie, mais juste dans le rôle qu'on t'a appris à jouer? Te reconnais-tu dans ce besoin d'être choisi, sans jamais vraiment choisir? Est-ce que l'idée même d'autonomie t'effraie, te fatigue ou te laisse vide? Ces questions ne sont pas là pour accuser. Elles sont là pour ouvrir une brèche dans l'illusion. Pour faire émerger ce que Jung appelait l'ombre, cette part de nous refoulée, que nous préférons ne pas voir mais qui nous dirige depuis les coulisses. L'immaturité psychologique ne se voit pas toujours. Elle ne crie pas. Elle chuchote. Elle s'installe dans les gestes quotidiens, dans les silences, dans les attentes jamais formulées. Elle se niche dans les regards qui quémandent, dans les « je ne sais pas » prononcés plus souvent qu'il ne le faudrait. Dans l'impossibilité à dire non, à poser des limites, à revendiquer une place. La persona féminine, le masque social de l'immaturité. Silence. Une pièce pleine de monde. Elle entre. Son visage est doux. Elle sourit sans insister. Sa voix, si elle parle, est basse. Elle ne prend pas trop de place, ne dérange personne. Elle semble posée, délicate, presque fragile. Et tout le monde l'admire. Mais ce que personne ne sait, c'est que ce sourire est un costume parfaitement ajusté. Un masque cousu avec des années d'apprentissage. Un rôle répété à la perfection. Carl Jung appelait cela la persona. La personne, c'est le personnage que nous montrons au monde. Ce que nous croyons devoir être pour être acceptés. Et dans cette pièce sociale, certaines femmes ont appris très tôt que l'innocence, ou l'apparence de l'innocence, ouvre plus de portes que l'affirmation de soi. Elles deviennent la gentille, la discrète, la tendre. Elles offrent un reflet rassurant. Mais ce n'est pas elles qu'on voit, c'est le masque. Une actrice, dans son propre film, imagine une scène de théâtre. L'actrice entre, elle joue la femme fragile. Elle ne sait pas trop quoi dire, attend qu'on la guide, demande conseil à voix basse. Le public est attendri. On l'aide, on la protège, on l'écoute. Mais voilà le piège. Elle n'a jamais appris à sortir de scène. Le rôle est devenu la réalité. Et le public, un jour, commence à sentir qu'il n'y a rien derrière le rideau. Le masque que tu portes finit par étouffer celui que tu es. Car sous cette persona, il y a un être confus, inquiet, parfois en colère, mais incapable de l'admettre. Parce que poser des limites, parler fort, revendiquer ses désirs, ce n'est pas dans le rôle. Ce serait briser l'illusion, ce serait déranger. Mais jusqu'à quand peut-on jouer à être moins que soi? Le prix du silence. La persona féminine immobile, docile, agréable, est récompensée socialement. On l'aime, on l'accepte, on l'intègre. Mais cette récompense a un coût, l'oubli de soi. Combien de femmes vivent ainsi des relations où elles ne parlent pas vraiment, où elles devinent ce qu'il faut être, ce qu'il faut dire, comment il faut réagir? Tout cela pour ne pas paraître trop intense, trop exigeante, trop. Et chaque jour qui passe, le masque colle un peu plus. Il ne suffit plus de l'enlever, il devient la peau elle-même. Et puis un jour, l'épuisement. Pas un épuisement physique, non, mais un vide existentiel. Le sentiment profond que quelque chose manque sans savoir quoi. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la reconnaissance. C'est le droit d'exister pleinement. Des questions qui dérangent, pour libérer, t'est-il déjà arrivé de sourire alors que tu voulais hurler? De dire « c'est rien » alors que tout brûlait en toi?
de jouer la fragile, non pas parce que tu l'étais, mais parce que c'était plus simple que d'être vrai. Ces gestes, ces réflexes sont profondément ancrés. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu as appris que ton vrai visage pouvait déranger. Alors tu l'as caché. Et ce n'est pas toi que le monde aime, c'est ta performance. Le miroir trouble de la société. La société applaudit souvent ces personas. Elle les trouve jolies, rassurantes, féminines. Elle valorise la douceur, la retenue, la discrétion. Mais elle oublie de dire que ce ne sont pas là des qualités naturelles, mais souvent des constructions défensives. Et derrière ce rôle, il y a parfois une rage sourde, un potentiel immense, une puissance refoulée. Ce n'est pas que la femme persona n'a pas de force. C'est qu'on l'a convaincue que l'exprimer, c'est perdre l'amour des autres. Alors elle se tait. Et elle brille en silence, tout en s'éteignant doucement. La projection et la dépendance affective. Un piège mental. Tu l'as rencontré. Il avait cette prestance, cette solidité. Il savait ce qu'il voulait, il parlait fort, il décidait. Et toi, dans cette rencontre, tu as senti un soulagement étrange. Enfin, quelqu'un pour porter ce poids que tu n'osais même pas nommer. Tu n'étais pas tombée amoureuse de lui. Pas vraiment. Tu étais tombée amoureuse de ce qu'il représentait. Un refuge, un rempart, un père symbolique, un guide, un mentor, un roc. Et toi, tu t'es installé dans sa lumière pensant qu'elle suffirait à éclairer ta propre obscurité. L'immaturité ne se manifeste pas toujours dans l'attitude. Elle se glisse dans la manière d'aimer. Carl Jung l'avait compris avant tout le monde. L'amour, pour une personne psychologiquement immature, n'est pas une fusion entre deux êtres entiers, mais une tentative de réparation. Une façon détournée de combler un manque profond en soi sans oser le regarder en face. Et ce manque, tu l'as placé entre ses mains, en silence. Tu ne l'as pas dit, mais tout ton inconscient criait « Rends-moi complète, dis-moi qui je suis, choisis-moi pour que je me sente réel. » Mais un être humain ne peut pas être à la fois amant, père, thérapeute, protecteur et miroir. Il s'épuise. Et toi, tu t'accroches. Parce que s'il part, c'est toute ta structure intérieure qui s'effondre. Jung disait que projeter ses besoins non résolus sur autrui est une manière d'éviter de les résoudre en soi. Tu as projeté sur lui l'image de l'homme idéal. Pas parce qu'il l'était, mais parce que tu avais besoin de le croire. Tu as mis sur ses épaules le poids de ton incomplétude. Tu as voulu qu'il soit ce que tu ne te donnes pas à toi-même, sécurité, direction, valeur. Et lui, sans le savoir, est devenu une béquille, pas un partenaire, un appui. Mais voilà le piège. Plus tu avances avec une béquille, moins tu crois que tu peux marcher seul. Et si tu inversais la question, est-ce vraiment lui que tu aimais? Ou était-ce ce que tu croyais qu'il pouvait réparer en toi? Est-ce que tu étais amoureuse ou simplement accrochée à l'idée d'être aimée? Ce ne sont pas des accusations. Ce sont des tremblements intérieurs, des secousses qui viennent réveiller ce que tu sais déjà, mais que tu n'as jamais osé formuler. Tu vois, l'amour sain commence quand tu ne cherches plus à te sauver à travers l'autre. Et si tu le quittais? Et si tu n'avais plus cette béquille affective? Que resterait-il de toi, sans ce regard pour valider ton existence? Peut-être que ce serait douloureux. Oui, peut-être que tout s'effondrerait un temps. Mais parfois, il faut que l'illusion tombe pour que la vérité puisse respirer. Et si le seul véritable sauveur, c'était ta propre évolution intérieure? Et si, au lieu de chercher un homme pour te porter, tu construisais ton propre socle? Un socle imparfait, certes, mais tien, sincère, conscient. Le lien le plus fort est celui qui te rend libre, pas dépendant. Alors pose-toi cette dernière question, sans défense, sans masque. L'aimes-tu ou l'utilises-tu inconsciemment pour éviter de te rencontrer toi-même? De la blessure à la transformation. Le pouvoir de l'individuation. Il y a un moment où tout commence à craquer, un matin peut-être,
ou une nuit silencieuse. Tu ne sais pas si c'est l'épuisement ou la lucidité, mais quelque chose en toi n'en peut plus de faire semblant. Tu regardes ta vie, les choix que tu n'as pas faits, les mots que tu n'as pas dits. Tu te demandes à quel moment tu as commencé à t'effacer pour qu'on t'aime. Et soudain, tu comprends. Tu n'as jamais été vraiment toi. Ce moment, aussi brutal soit-il, est le premier frémissement de l'individuation. L'individuation chez Jung est le processus par lequel l'être devient lui-même. C'est un accouchement intérieur, une douleur nécessaire. Imagine une chrysalide. À l'intérieur, la chenille fond, littéralement. Elle se dissout. Elle n'a plus de forme, plus de contour, et pourtant, dans ce chaos, elle devient papillon. Toi aussi, tu sens peut-être ce désordre. Ce tiraillement entre l'ancienne toi, celle qui voulait plaire, séduire, rester douce, silencieuse, et celle qui gratte sous la peau, qui veut enfin s'exprimer. Mais on ne naît pas souveraine. On le devient dans la douleur. Le désordre avant l'éveil. Le chemin de l'individuation n'a rien de propre ni de glorieux. Il commence souvent par un effondrement. Tu perds tes repères. Les certitudes s'effacent. Ce qui t'apportait confort devient étouffant. Les rôles que tu jouais ne fonctionnent plus, et c'est terrifiant. Mais c'est aussi la plus grande chance de ta vie. Parce qu'au cœur de ce vide, une voix s'élève, faible au début, mais vraie, la tienne. Tu ne peux pas trouver la paix en évitant la vie. Tu comprends que plaire, ce n'est pas aimer, que se taire, ce n'est pas la paix, que dépendre, ce n'est pas la sécurité. Et surtout, tu réalises que tout ce que tu attendais des autres, tu devras te l'offrir à toi-même. Détruire pour construire. Tu ne peux pas bâtir une femme libre sur les ruines de la petite fille apeurée. Il faudra démonter chaque brique, une à une. Celle qui dit « Je dois être douce pour mériter l'amour ». Celle qui répète « Je ne suis pas assez forte pour choisir ». Celle qui murmure « Je préfère qu'on décide pour moi ». Et quand tu les auras retirées, tu verras. Il ne restera que toi, nuève, fragile, mais prête, pas parfaite, pas achevée, mais entière. Quelle partie de toi restes-tu encore à l'état de fille? Quelle serait la version adulte de toi, celle qui ne demande plus la permission d'exister? Ferme les yeux un instant, visualise-la. Elle ne cherche plus à être devinée. Elle parle, elle pense, elle doute parfois, mais elle avance. Elle ose déplaire. Elle ose se tenir debout dans des pièces où on voulait qu'elle reste assise. Elle ose dire non. Et surtout, elle ose dire moi. Ce jour-là, tu ne seras plus la femme enfant. Tu seras toi-même. Vers la maturité intérieure, ce que Jung nous invite à devenir. Il n'y a pas de reproche dans la pensée de Jung. Il n'y a ni condamnation, ni verdict. Seulement une observation précise, une lucidité presque chirurgicale sur les mécanismes de l'âme humaine. Être psychologiquement immature ne signifie pas être faible ou incapable. Cela veut simplement dire que l'on est resté figé à une étape du processus. Que certains pans de notre être n'ont pas encore eu l'espace, la sécurité ou la volonté de se développer. Jung ne pointe pas du doigt, il tend un miroir. Et ce miroir ne ment pas. Deviens celle que tu es, pas celle qu'on attend. La carte intérieure, Jung ne donne pas de recette. Il offre une carte, une topographie de l'esprit. Il montre des chemins, des détours, des zones d'ombre. Il met en lumière les cycles que nous traversons tous. La dépendance, la fuite, la projection, la quête d'approbation, jusqu'à ce point de rupture qu'il appelle l'individuation. Ce point où l'on cesse de se définir par les autres pour enfin oser s'appartenir. C'est un basculement presque imperceptible. Rien ne change extérieurement et pourtant tout s'inverse à l'intérieur. Tu passes du « que pense-t-il de moi » au « qu'est-ce que moi je ressens » du « que dois-je faire pour être aimé » au
qu'est-ce qui me rend fier d'être qui je suis. Et soudain, tu sens une forme de gravité naître en toi. Tu ne flottes plus, tu te poses. Le socle intérieur, la maturité psychologique, c'est avant tout une affaire de solidité intérieure. Une femme qui a traversé ce parcours n'a plus besoin de masquer son doute. Elle sait qu'il fait partie du voyage. Elle n'a plus besoin de prouver qu'elle est douce ou forte. Elle l'est selon les moments, selon ses choix, sans avoir à se justifier. Elle ne demande plus à être sauvée, elle ne demande plus à être devinée, elle s'énonce. Et cela change tout, parce qu'elle ne se regarde plus à travers les yeux d'un autre. Elle se regarde en face, avec courage, avec lucidité, parfois avec douleur, mais sans fuite. Le non réalisé comme appel. Dans l'immaturité, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des morceaux de soi non encore réalisés, des zones encore muettes, des élans restés en suspens. C'est pourquoi Jung voyait cela non comme un défaut, mais comme un appel. Un appel à retourner vers soi. Un appel à cesser de se vivre comme une image pour recommencer à se vivre comme une réalité. Un appel à arrêter d'attendre un amour qui sauve et à commencer à bâtir un amour qui élève. Où est-ce que j'attends encore d'être sauvé? Que puis-je construire seul, sans fuir dans l'image, sans me cacher derrière l'amour des autres? Ce que Jung invite à devenir, il ne nous demande pas d'être parfaite. Il nous invite à être conscientes de nos mécanismes, de nos masques, de nos attentes illusoires, conscientes du fait que rien n'arrive de l'extérieur tant qu'on n'a pas ouvert l'intérieur. Et dans cette conscience naît la liberté. Pas une liberté spectaculaire, pas une révolution extérieure, une liberté calme, sereine, souveraine, celle de ne plus attendre que quelqu'un nous autorise à être qui nous sommes déjà. Alors la question n'est plus « qui dois-je devenir pour qu'on m'aime ?» mais « suis-je prête à m'aimer assez pour devenir enfin entière ?» Tu as peut-être reconnu des parties de toi dans ce que nous avons exploré. Peut-être que certaines phrases ont fait écho, peut-être que d'autres t'ont dérangé, et c'est une bonne chose. Car ce que Jung nous enseigne n'est pas confortable, c'est révélateur. Être face à soi-même, c'est renoncer à se cacher derrière le rôle de la fille, de la protégée, de la dépendante. C'est avoir le courage de se dire « j'ai joué un rôle, mais maintenant je choisis d'exister pleinement. » Et ce choix, il est à faire seul. Mais tu n'es pas isolé dans ce processus. Sur Aletheia, chaque vidéo est un pas de plus vers cette maturité intérieure. Chaque mot est une invitation à te retrouver, à te reconstruire, à te réconcilier avec ce que tu es vraiment. Si cette exploration t'a parlé, abonne-toi. Active la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et laisse un commentaire, dis-nous, quelle partie de toi as-tu reconnu aujourd'hui? Même une phrase, un mot, un silence partagé peut éclairer d'autres personnes qui, comme toi, cherchent à sortir du masque et à se rencontrer pour de vrai. Et surtout, n'oublie pas ceci, tu n'as pas à être parfaite, tu as juste à être présente à toi-même.